Salut tout le monde et bienvenue à Ici c'est Hockey. Bienvenue à ce mercredi/jeudi des collaborateurs avant-derniers de la saison. Assez incroyable que nous sommes déjà rendus là. Alors que le Canadien de Montréal, comme vous le savez probablement, est en finale de la Coupe Stanley contre le Lightning de Tampa Bay. Et on se demande bien où cette série-là va nous mener. Alors que Tampa mène maintenant 2-0. Ce soir, grosse émission. D'abord avec Maxime Larouche. Ça fait un moment que Max a passé à l'émission. On viendra nous parler d'un tatou du Canadien, évidemment, de cette ferveur. Et en plus de nous parler un peu du repêchage, Max qui est un spécialiste des Young Guns. Donc, on va venir nous glisser un mot là-dessus. Et en deuxième partie, ce soir, avec Simon Bédard, vous commencez à connaître la chanson, j'imagine. Simon viendra nous parler notamment de l'expérience du match d'hier soir, diffusé au Centre Bell, auquel j'ai pu assister aussi. Donc, ce sera très intéressant. Sans plus t'attendre, on va rejoindre Rouge qui est avec nous pour cette première partie de l'émission de ce soir. Et là, j'ai hâte de parler du Canadien avec Max. Parce que là, le Max là, qui met son chandail des Habs, là, c'est all-in, Max. Là. All-in. Là c'est terminé le niaisage. Il faut être derrière nos Canadiens. Puis j'ai embarqué réellement après la série contre Tampa, après la série contre les Jets en demi-finale contre Vegas, j'ai vraiment embarqué. Puis là, je suis dedans. Là. OK, puis là, mettons qu'on parle avant ça. Là. Toi, mettons, en pleine saison régulière, là, ton attaque le qualifierait comment? Oh, on a un petit bug avec Max. Dans le chat, si jamais vous êtes avec nous, dites-moi si on a de la misère à me voir. Ouais. Oh, on est-tu de retour? Yes, sir. Oui, je me suis mis sur mon On est là. Ouais. OK. Mon attachement en saison régulière, c'est ça la question? Ouais. Ouais, en temps normal, là. Avant cette vague-là, là, toi, tu es où? Ben, c'est quand j'étais jeune, j'étais un grand fan du CH. Puis là, avec les années, dans les dernières années, j'avais comme décroché. Puis là, on dirait que ça... Je pensais que j'étais plus un fan, comme... mais ça c'est venu tellement me repogner de façon intense dans les séries que je me suis dit, OK, il y a quand même... Le grand fan du Canadien est quand même encore caché en dedans de moi. Là. Il est quand même là. Tu sais, c'est cliché de dire que c'est dans le sang, là. Mais comme c'est ça pour vrai. J'ai l'impression que c'est vraiment dans notre sang. On est Québécois, on a grandi là-dedans. Même si on s'éloigne des fois à cause... On est notre génération n'a que vécu de la déception pas mal là, du Canadien. Oui. Fait que là, on arrive à un point où des fois, on est tellement tanné de... Puis là, on dirait que là, ça me repogne, puis je suis vraiment heureux, puis à chaque but, je célèbre comme... C'est inexplicable. La frénésie qu'il y a en ce moment, c'est tellement cool. J'aime tellement ça quand c'est possible de sortir au resto, aller écouter la game... avec la renaissance, l'après-COVID, tranquillement aussi. Ce qui se passe oui. C'est insane. Même si pendant la saison, je n'étais pas tant un fan. Puis, ce qui se passe en ce moment, oublions le reste. Je vis le moment à fond, puis je suis tellement heureux. Puis j'adore les mots que tu mets là-dessus, Max, parce que j'ai l'impression que c'est une histoire qui est connue pour tellement de fans du Canadien de notre génération. C'est-à-dire d'avoir grandi en voulant donner une chance à cette équipe-là, en attendant un jour de peut-être revivre ce que les générations précédentes ont vécu, sans, au début de notre vingtaine, jamais avoir passé près de pouvoir célébrer un championnat ou quoi que ce soit. Est-ce que tu dirais est-ce que d'après toi, en fait, il y a beaucoup de jeunes fans qui avaient jeté la serviette au courant des dernières années, qui ont vraiment reconnecté là, avec cet amour-là qui, au fond... est toujours à quelque part, là, tu sais, dans le coin du cœur, là. Si c'est arrivé à moi, ça doit être arrivé à plein de monde, là. Ou même, c'est clair, tu sais. Tu as dit jeune fan, mais il devait y en avoir des hommes de quoi, 40 ans, peut-être, qui ont vécu dans leur adolescence la dernière coupe, puis que là, après ça, c'était déception, puis que là, ça revient les chercher. C'est sûr qu'il y en a plein. Puis moi, honnêtement, même l'an prochain, je vais rester accroché fort probablement aux Canadiens là, avec ce qu'on vécu, avec ce qu'on est en train de vivre là, avec
avec le bonheur que je vois que ça peut m'apporter, le Canadien de Montréal, et je me verrais mal l'an prochain me considérer fan d'une autre équipe. Je pense que ça vient juste me confirmer, ça vient me rechercher. Puis, tu sais, on parle des points positifs que ça va avoir sur les jeunes du Canadien, sur les joueurs autonomes, mais je pense que sur le fanbase aussi, pour vrai, dans le sens où ça va être dur de décrocher de cette frénésie-là, je pense, à moins que là, tu sais, si on tombe dans la misère pour 10-15 ans, ça se peut qu'à un moment donné, on décroche, mais en ce moment, je ne vois pas comment l'an prochain, je pourrais décrocher de cette équipe-là. Puis, à quel point tu penses que ça a relié le Québec dans une période où j'ai beaucoup aimé quand tu as parlé de ça, dans cette espèce de renaissance-là après COVID, où tranquillement, les contacts entre les autres sont moins tabous, deviennent acceptés socialement. On commence à avoir le droit de voir d'autres gens et de partager certains moments. Là, le Canadien de Montréal qui, miracle après miracle, se rend en finale de la Coupe Stanley et ravive la flamme de certains partisans, comme toi, comme moi, qui a toujours resté accroché aux Canadiens, à regarder presque tous les matchs, mais sans nécessairement, tu sais, là, il y a vraiment un... Puis tu as sûrement vu ce que j'ai mis sur les médias sociaux quand j'ai assisté au match 6 où ils ont gagné, puis en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui revient, là, tu sais, du plus profond du partisan, qui vient nous chercher parce que c'est comme ancré dans la culture, mais tu sais, ma question, c'est, penses-tu qu'il y a autre chose qui aurait pu rallier tout le monde comme ça, ou c'est que le Canadien? Tu sais, comprends-tu ce que je veux dire? Il y a comme une magie, là. Depuis 2 mois, là, tout le monde a oublié ce qui se passe, là. C'est spécial, là. Depuis que le Canadien entre en série, on est comme sur une vague. Non, je suis vraiment d'accord. Tu sais, je l'ai dit, j'aime ça sortir au resto, sortir pour voir les moi tout ça, là. Puis, de voir les gens, ça s'explique pas, de voir les gens tous sauter. Puis, je pense pas qu'il y a quelque chose qui aurait pu autant rallier le Québec en ce moment. Puis comme je dis, c'est tellement beau, c'est une histoire, c'est une belle histoire. On sort de la période vraiment tough. Puis on a cette belle histoire-là en à côté, comme qui finalement prend de plus en plus de place. Puis fait que on dirait que le Canadien, c'est un peu, tu sais, c'est un peu dans un sens la renaissance du Canadien, mais c'est un peu la renaissance du Québec aussi en ce moment. Fait, c'est tellement des beaux parallèles à faire entre les deux histoires. Honnêtement, c'est magique. J'ai le gros smile en parlant. C'est vraiment insane. C'est tellement beau ce qui arrive en ce moment. Puis là, c'est moins le fun ce qui est en train d'arriver en finale. Mais qu'est-ce que tu veux déjà de s'être rendu là? C'est déjà super beau. Puis ça nous a tellement permis de vivre des beaux moments. Ah, tellement. Puis je pense qu'on est beaucoup à se sentir comme ça. Je vais utiliser le on parce que je m'inclus là-dedans. C'est déjà exceptionnel, la finale. Là, je vois Chad qui dit si François Legault aurait mis le déconfinement du Québec plus tard, Toronto sur Montréal en 6, ben, on peut faire toutes sortes de blagues avec ça, de toutes sortes de petits détails, mais ce qui est exceptionnel de l'histoire du Canadien, ce sont toutes ces petites histoires-là dans la grosse, c'est-à-dire Dom Ducharme qui teste positif COVID, Mark Scheifele qui sort lui-même de la série, le Canadien qui peut accueillir des partisans, puis ça a fait complètement switcher le momentum. Les joueurs ont senti une frénésie définitivement après avoir eu droit à 2500, ensuite 3500. Ça fait la différence d'un building vide. J'aime beaucoup te voir avec le smile de même quand on parle de ça parce que c'est vrai que c'est une super histoire. Il n'y a rien qui aurait pu arriver de mieux à un meilleur moment. Des fois, on dit qu'il y a des histoires qui ne s'écrivent pas, qui ne s'imaginent pas. Ben, celle-là en est une, d'après moi. Si on avait pu dire quelque chose de loufoque ou quelle est la plus belle chose qui peut arriver au Québec, je pense que personne n'aurait eu le guts de prédire hey, le Canadien remporte ou tout près de remporter la Coupe Stanley avec tout un peuple derrière lui. Beau moment pour avoir quelque chose qui nous unit, mais beau moment, mais quel beau sentiment de pouvoir regarder du hockey au début du mois de juillet. Alors qu'il fait beau, les gens sont dehors. Moi, je me suis promené en ville. Toi aussi, tu es allé en ville, si je ne me trompe pas, la semaine dernière. Il y a du monde dans les rues. Les gens se parlent. Les gens sont à l'extérieur, donc ils ne sont pas masqués. On recommence à avoir tout ce qu'on avait de cette normalité-là qui nous manque tant là, après si longtemps. Donc, bref, puis je pense que c'était un bon sujet à discuter avec toi parce que comme tu es entré dans cette vague-là, comme de nombreuses personnes, puis
chapeau en même temps, tu sais, parce qu'il n'aurait pas fallu passer à côté et dire ah, ben non, ben non, ben non. Non, Jusqu'à la finale pour finalement il l'emporte, tu sais, puis d'avoir été l'autre bord tout le long, c'est un peu plate. Fait que, absolument. Fait que tout ça pour dire, là, tu vas te faire tatouer. Là, qu'est-ce que c'est ça, là, encore, cette histoire-là? Ben, c'est encore une histoire de. J'ai toujours dit que j'allais pas refaire une autre niaiserie de tatou à la Eric Brandstrom, que j'allais garder la magie Ta parole en prend une shot, là, Max. Là. à un tatou. Puis, fait que là, dans le TSLH podcast, avec la gang de Tout sur le hockey, j'ai dit un peu en niaisant, si c'est avant la série demi-finale contre Vegas, j'ai dit si le Canadien sort Vegas, si le CH s'en va en finale, je me fais tatouer le logo du Canadien. Puis moi, j'ai dit ça parce qu'honnêtement, je pensais jamais que le CH allait pouvoir sortir Vegas. Puis là, c'est arrivé. Fait que si la leçon qu'on tire de ça, c'est si vous voulez que quelque chose arrive, vous me demandez de dire que je vais me faire tatouer si ça arrive. Je pense que, rendu là, je pense qu'on en est là. Puis là, j'ai un autre pari sur la table, mais celui-là est absolument ridicule. Puis si ça arrive, pour vrai, il y a quelque chose, là. En niaisant sur Twitter, j'ai dit que si Jesperi Kotkaniemi marquait le but gagnant au match numéro 7 en finale contre le Lightning, je me fais tatouer KK15. Mais ça peut pas arriver. C'est en même temps assez coq, là. Tu sais, imagine, là, score Game 7 overtime, là. Moi, tout, là, je pars, j'embarque, là, genre, là, tu sais, là. C'est fou, là. C'est coq, là, quand même, là. Ça serait malade. Puis, Max, c'est quoi ton feeling jusqu'à maintenant dans cette finale, la Lightning qui a gagné le premier match un peu sans équivoque? Le match d'hier, ils ont joué comme le Lightning de Tampa Bay. Ils ont trouvé un moyen d'aller chercher la victoire sans nécessairement être l'équipe qui menace le plus tout au long du match. Quand ils ont eu des chances, ils ont marqué. Ils ont eu un lead. Quand cette équipe-là mène par plus que 2 buts, c'est difficile de revenir contre eux. Tu files comment? Es-tu encore optimiste? Je t'entendais tantôt un peu te contenter, c'est-à-dire être satisfait de cette présence-là en finale, mais est-ce que tu penses que le Canadien a encore réellement des chances de remporter la Coupe? Mais tu sais, hier, j'ai dit, je l'ai dit avant-hier aussi, là, le CH, même si le CH joue bien, même si le CH a des chances, le problème dans cette série-là, c'est que tu as un gardien du même calibre que Carey Price l'autre bord. Tu sais, sans rien enlever à Marc-André Fleury, là, qui aurait pu être excellent, mais tu sais, ça, finalement, on ne reviendra pas sur la demi-finale avec l'histoire de revenir avec Leonard. Mais tu sais, là, tu as André Vasilevski qui est... Même si tu connais un gros match, il va falloir que tu sois très opportuniste pour marquer des buts contre Vasilevski. Hier, le CH n'a pas été opportuniste. Vasilevski a été très bon. Puis là, l'affaire, avec une équipe talentueuse comme le Lightning, ben, une équipe comme ça va être très opportuniste. Donc, tu ne peux pas faire des revirements. T'sais, hier, tu as beau avoir connu un super bon match là, en faisant des revirements comme tu as fait. Ben, c'est plate, mais tu vas perdre le match. Ça prend pas grand-chose pour te faire scorer là, un but. Ça prend une petite erreur, une petite seconde, une microseconde de déconcentration, puis tu perds le match. Fait que mon feeling pour la suite, j'aimerais ça être confiant, mais c'est dur de l'être. Premièrement, là, il faut gagner les 2 matchs à Montréal. Ça, c'est non négociable. Tu dois gagner les 2 matchs à Montréal. Puis, est-ce que ça va être dur? Sans dire que j'ai complètement perdu confiance, je ne sais pas comment ça. Ouais. Mais je pense qu'on a tous l'impression que le Canadien pourrait manquer de temps. C'est-à-dire, oui, de la belle intensité, oui, des chances de marquer, des tirs au filet. Hier, il y avait de la fougue, là. Il y avait une énergie. Cette équipe-là ne se laisse pas impressionner. Ils n'ont pas l'air shakés non plus. Ils ont joué un bon match hier, ils sont sortis forts. Ils n'ont pas l'air d'une équipe découragée. C'est une équipe qui est habituée à faire face à l'adversité, qui a toujours été prise comme négligée depuis le début des séries. Donc, moi, j'ai l'impression qu'on se sent tous un peu de la même manière, c'est-à-dire avoir ces 2 premiers matchs-là, puis avoir le Lightning qui est une équipe qui est expérimentée non seulement parce qu'elle a gagné la Coupe l'an dernier, mais cette équipe-là est capable de gagner des matchs. C'est son modus operandi. C'est pas nécessairement une équipe qui domine tous les matchs qu'ils jouent, mais ils sont capables de faire la différence, de marquer le but que tu dois marquer pour remporter. Puis c'est pour ça qu'au hockey, beaucoup disent c'est pas toujours la meilleure équipe qui l'emporte, c'est la plus travaillante. Je dirais surtout c'est la plus opportuniste. Ouais. Les meilleures équipes
sont celles qui sont capables de marquer des gros buts au gros moment. Puis gros but, là, en majuscule, là, c'est le but de Coleman hier. Là. C'est avec 6 secondes à faire. Dans quel monde Shea Weber ne va pas se parquer en arrière de son filet? 1-1 sur la route, tir d'arrière, 1-0 dans la série. Totalement en possession de ce match-là. Weber se dit, je vais attendre juste assez longtemps que si on fait un revirement sur notre sortie de zone, ils n'auront pas le temps de faire une contre-attaque. Mauvais jeu de Sherrod qui essaye de pincher le puck au lieu de jouer son homme puis de sécuriser l'homme là-dessus. Puis il arrive ce qu'on a vu hier. Tout ça pour dire, le Canadien va sûrement continuer à sortir fort, va sûrement avoir des chances d'aller chercher des victoires, mais est-ce qu'ils vont manquer de temps du fait qu'ils doivent gagner 4 des 5 prochains matchs? Ils ont le droit à l'erreur seulement une autre fois. Là. Fait que, en tout cas, je pense qu'il y a de la pression, sans doute, mais en même temps, le Lightning aussi doit terminer le travail. Puis, c'est pas nécessairement chose faite. Le Canadien a été difficile à éliminer, on l'a vu. Puis là, le Lightning, s'il l'emporte demain, vont-ils tomber soft parce que là, c'est 3-0, puis bon, ils vont avoir le feeling, c'est certain qu'ils vont la chercher puisqu'ils ont gagné l'an dernier. Je pense qu'il y a encore beaucoup de scénarios. Moi, j'ai pas complètement, excusez pour le monologue, là, c'est parce que tu buguais, fait que j'attendais que tu nous reviennes. Fait que voilà, fait que moi, j'ai pas complètement jeté la serviette. J'ai encore espoir. Je pense qu'il y a encore de la magie qui se peut, puis je fais juste dire, imaginez le Canadien de Montréal remonte puis remporte la Coupe Stanley en 6 ou même en 7. Ce serait absolument fantastique. Je pense que c'est encore possible de voir ça arriver avec le retour du coach, avec l'énergie qui va changer au Centre Bell. Les gens vont y croire dans le building demain. Les gens vont y croire. Les gens vont supporter le Canadien. Le Max a un petit problème technique, sera de retour avec nous dans quelques instants. Je salue Simon Bédard, notre prochain collaborateur en passant qui est là avec nous. Donc, bref, de mon côté, c'est encore possible. N'abandonnons pas parce que le Canadien de Montréal nous a montré que tout est possible. Ils sont capables de grandes choses. Et surtout, imaginez, le scénario de la Saint-Jean, là, c'était trop beau pour être vrai. Puis, c'est arrivé. Le scénario de cette Coupe Stanley-là l'est un peu aussi. Mais pour vous dire comment je me sentais au Centre Bell lorsque Lekonen a marqué à quelques mètres de moi, je n'arrivais pas à croire que le Canadien venait de réussir ça. Un peu comme Max le disait, moi, je ne pouvais pas concevoir que c'était possible que le Canadien batte les Knights. Finalement, c'est arrivé. Fait que là, je me dis 0-2, OK, mais ils nous ont mangé, mais en même temps, pas 8-0 au premier match. On a joué un bon match hier. On gagne demain, c'est 2-1. À 2-1, tout est possible. Puis, ce groupe de joueurs-là, comme beaucoup d'équipes dans l'histoire des séries de la Coupe Stanley, ont une énergie derrière eux, sentent qu'il y a une magie avec leur groupe, qui sont l'équipe Cendrillon. Là. C'était pas sur papier l'équipe qui était censée se rendre là, qu'ils ont réussi à trouver un moyen. Puis là, c'est comme la dernière chance. Hein. Est-ce qu'on peut opérer cette magie-là, travailler en équipe pour être capable de remporter les grands honneurs? Parce que déjà, ce sont de beaux honneurs d'aller chercher un trophée, le premier trophée Campbell de l'histoire, parce que le Canadien n'a pas eu la chance de jouer pour ce trophée-là souvent. Mais bref, en tout cas, je pense qu'il y a quelque chose avec la série qu'on vit présentement. Mais tu l'as bien dit, Vasilevski est un homme très dangereux devant son filet. Et ça sera à suivre pour cette série-là. Max, pour notre dernier segment ensemble et dernière partie du segment de ce soir, j'aimerais ça qu'on parle un peu du draft. Ton segment s'appelle les Young Guns. Avec l'année qu'on a connue et dans le timing du podcast, on n'a pas nécessairement eu besoin ni, à part pour le championnat mondial junior qui était un mois avant le début du podcast. Donc voilà, on n'a pas nécessairement eu besoin de parler ou de décortiquer certains profils de jeunes joueurs. Là, tu en as préparé quelques-uns qui sont tes chouchous, puis j'aime tes explications habituellement. D'habitude, là, j'aime ça, puis moi, je connais pas beaucoup les espoirs pour cette année, à part à NHL que Joshua Roy sort encore dans le top 10. Fait que d'après moi, c'est pas ça. Là. Fait que parle-moi donc un peu de ça. OK, ben premièrement, c'est ça, tu l'as dit, c'est des chouchous un petit peu parce que j'ai pas, honnêtement, à date, je suis pas mal en retard là, sur Comme tout le monde, j'ai l'impression. Là. Ouais, ben,
Oui, puis même plus que ça, c'est possible quand même. Il y en a beaucoup sur Twitter qui sont beaucoup avancés. Moi, cette année, j'ai pris ça plus relax. Puis là, je commence à plus regarder des vidéos. Puis surtout de mes chouchous, justement, je m'amuse. Je pense pas nécessairement faire de top 32 cette année. Je regarde ceux que je préfère. Mais bref, c'est ça. Je vais en présenter quelques-uns aujourd'hui. Le premier dont je veux parler, c'est Logan Stankoven des Blazers de Kamloops. OK. Pourquoi je parle de lui? C'est parce que c'est un gars de petit gabarit, c'est un gars de 5 pieds 8. Puis il n'y en a pas beaucoup de ce gabarit-là qui vont sortir dans les 2 premières rondes, ou en tout cas en première ronde, il risque d'être pas mal le seul, là, 5 pieds 8. Mais pourquoi je l'aime tant, c'est que c'est un scoreur et qui me fait beaucoup penser à Alex DeBrincat. Puis ça, je trouve ça très intéressant dans le sens où on se souvient qu'Alex DeBrincat a vraiment glissé à son draft. Puis on se disait pas mal tous, mais voyons, il me semble que c'est évident que ce gars-là va avoir un impact NHL. Puis c'est arrivé. Fait que là, absolument. Là, je me demande à quel point les équipes vont laisser glisser un gars comme Logan Stankoven en ayant en arrière-pensée, ouais, mais DeBrincat, ouais, mais là, Caulfield. Fait que j'ai hâte de voir. Honnêtement, je pense vraiment pas que ce gars-là sort après la première ronde. Je peux pas concevoir qu'il va sortir. Moi, je le vois pas mal. D'après moi, il va sortir entre 20 et 25. Rendu là, on le sait, des fois, la grandeur, même si on est en 2021, même si le hockey a changé, la grandeur fait encore peur à des équipes. Ben oui. J'ai hâte de voir. Mais si ce gars-là glisse, je pense qu'une équipe va faire un solide coup. Là. Moi, mettons que je suis une équipe, je n'ai pas peur de repêcher ce gars-là à partir du 15e rang, si ce n'est pas avant. Parce que c'est un gars, quand tu as l'instinct du scoreur, puis que tu as un talent comme ça, puis let's go. Moi, je saute sur un gars comme ça. Donc, c'est pas mal mon chouchou numéro 1 du draft. Logan Stankoven, retenez ce nom-là. Malheureusement, j'aimerais pas tant le voir à Montréal parce qu'on a déjà Caulfield dans le même type de moule. Je ne dis pas qu'il a le même talent qu'un Caulfield, mais ça reste le même moule. Donc, par contre, un gars que j'aimerais peut-être voir à Montréal s'il glisse jusque-là, et je pense que ça va arriver, c'est le défenseur des Remparts de Québec, Evan Noss, qui est un de mes chouchous aussi du repêchage. Est-ce que c'est le frère de Morgan? Je ne crois pas. Ça s'écrit pas pareil, hein? Je ne crois pas. OK. Mais non, tu l'aurais su. Tu l'aurais su, fait que non. Ouais, mais des fois, je suis mêlé un peu. OK. Mais Evan Noss, puis lui, ce qui est intéressant, c'est que l'année prochaine, les Remparts vont avoir une sucrée de belle équipe. Et que Evan Noss va avoir la chance d'être un pilier de cette équipe-là, donc va être très intéressant à suivre. Je pense que ça va être un défenseur très dominant à 18-19 ans dans la GMQ. Puis c'est un gars que je vois sortir fin première ronde, début deuxième ronde, donc dans les rangs où le Canadien va sélectionner avec son choix de première ronde. C'est un défenseur gaucher. Je sais que plusieurs pensent que le Canadien devrait plus se retourner vers un défenseur droitier ou un ailier gauche, plutôt au repêchage cette année. Mais pour vrai, Evan Noss, j'aimerais beaucoup le voir à Montréal. C'est un défenseur très moderne, un prototype moderne, justement. Bouge super bien la rondelle, capable de sortir les épaules aussi. Vraiment, c'est un gars que j'aime beaucoup. Et je vais continuer avec le Canadien. Pourquoi pas un autre gars? Je parlais d'ailier gauche, Sacha Pastujov. C'est un gars qui a un nom à consonance russe, mais c'est un Américain. Puis c'est un gars qui a été très bon au dernier championnat mondial, en fait, le tournoi mondial des moins de 18 ans. Disputé il y a quelques semaines, quelques mois. C'est un gars qui a tout un talent. Peut-être pas le plus rapide, mais tu regardes l'instinct offensif, tu regardes le talent brut. Sacha Pastujov, si le Canadien se cherche un ailier gauche talentueux, pour moi, fin de première ronde, ça serait tout un choix. D'après moi, il va plus sortir autour des rangs 20-25 lui aussi. Mais vraiment, je trouvais que ce soit un choix intéressant. Puis là, je n'ai pas le choix de parler de gardien de but. Parce que tout le monde connaît Jesper Wallstedt, qui est le gardien suédois que beaucoup voient sortir top 10 si ce n'est pas top 5. Puis je suis d'accord avec ça. Mais il y a un autre gardien qui va sortir en première ronde qui s'appelle Sébastien Cossa. Puis, honnêtement, je ne suis pas un spécialiste de l'analyse de gardien de but, vraiment pas, là, mais je ne vois pas pourquoi Cossa sortirait tant que ça en arrière de Wallstedt. Pour moi, Cossa va sortir top 20. Il est à Edmonton, Cossa, présentement. Où joue-t-il dans la Ligue canadienne? C'est ça, hein? WHL, Edmonton, ouais.
Puis, il est très, très grand, il est très Ouais, gros. c'est un gros gardien, hein, ouais. Mais en même temps, tellement rapide, tellement athlétique, tellement combatif. Pour vrai, et tu me demandes lequel va avoir une meilleure carrière entre Wallstead puis lui, là, je suis même pas certain à 100. Je ne mettrais pas tant d'argent là-dessus. Là, dans le OK. sens où, oui, Wallstead va être très bon, puis je tripe dessus, mais Cossa, je tripe dessus aussi. Puis c'est encore plus intéressant de triper dessus dans le sens où il est moins connu. C'est un peu plus une carte cachée. Je pense que de plus en plus, les gens vont en parler, surtout quand il va sortir au draft, parce que pour vrai, j'ai l'impression qu'une équipe va s'essayer avec Cossa dans le top 20, maximum top 25. J'ai aucune chance que ce gars-là ne sorte pas en première ronde. Ça, je suis persuadé de ça. Là. Sébastien Cossa ne sort pas de la première ronde. J'ai hâte de voir parce qu'on sait les développements de gardiens. Des fois, il y en a qui arrivent à 20 ans qui sont super bons. Il y en a qui ça va arriver à 24, 25 ans à plein potentiel. Donc, mais j'ai hâte de voir ça pour Cossa. Sinon, de qui je pourrais vous parler? Moi, j'ai une Dylan... question pour toi Vas-y. avant qu'on enchaîne sur les gardiens. Est-ce que le fait que Fleury, Vasilevski, Price atteignent les demi-finales de la Coupe Stanley, ça fait un petit reminder aux équipes là, que oups, ces gars-là sont des choix de première ronde. Price 5e au total, Fleury 1er au total. Est-ce que c'est en train de rappeler aux équipes que, parce qu'on a beaucoup moins vu ça dans les dernières années, outre Spencer Knight, peut-être et quelques autres données aberrantes, voir des gardiens sortir en première ronde, on dirait que ça avait comme perdu un petit peu de vitesse vers la fin des années 2000, début 2010. Et là, avec ces gardiens vedettes-là qui amènent leurs équipes très loin, ça rappelle l'importance du gardien de but. Puis j'ai comme l'impression que ça va jouer, moi, sur la sélection de gardiens en première ronde, peut-être plus tôt encore que si ça n'avait pas été ceux qui se sont rendus là, qui ont été là cette année. Mais je pense qu'il fait super bien de l'amener, honnêtement, parce que c'est un super bon point. Même que, tu sais, moi, avec Askarov l'année passée, j'ai dit que je faisais une exception de mettre ce gars-là dans mon top 10 de ranking parce que jamais je vais mettre un gardien dans mon top 10 C'est de ça. classement d'espoir. Là, j'arrive cette année, puis j'ai Wallstead que j'ai pas le choix de mettre dans le top 10, puis Cossa que, honnêtement, j'ai quasiment le goût de le faire. Fait que de plus en plus, je ne sais pas si c'est la vision qui change, je ne sais pas si c'est juste 2 années exceptionnelles où il y a des gardiens exceptionnels dans les repêchages, mais je pense que les équipes ont à se pencher sur la question parce que tu vois l'impact que les gardiens ont en ce moment. Puis tu vois une équipe comme le Canadien qui n'a pas tant de talent, on s'entend là, en tout respect, Ouais. se rendre en finale avec un Carey Price. Je pense que les équipes vont se poser des questions pour eux. Je terminerai peut-être avec, pourquoi pas avec Justin Robida. Pas le choix de terminer Ben oui, avec absolument. c'est un gars qui sortira fort probablement pas en première ronde. Peut-être plus fin deuxième, début troisième. Moi, c'est sûr qu'il va être plus haut que ça sur ma liste parce que c'est un kid que je regarde jouer, que j'ai regardé jouer à tous ses matchs juniors avec les Foreurs, puis que je connais personnellement aussi. J'adore sa maturité. En connaissant le gars, je sais à quel point il prend ça au sérieux, puis à quel point c'est un professionnel déjà à son âge. C'est un chouchou là, parce que son jeu est tellement mature déjà à son âge. Je ne peux pas croire qu'en continuant de jouer de même, en continuant de peaufiner toutes les facettes de son jeu, puis avec un talent comme ça, ce gars-là va percer dans l'arénage. J'en suis absolument convaincu. Je ne vois pas comment le contraire pourrait arriver, ne serait-ce qu'avec son professionnalisme, puis sa arme, puis son désir de gagner. Justin Robida, si une équipe en le sélectionnant fin deuxième ronde, début troisième, là, pas mal certain que c'est une équipe qui va être très, très, très satisfaite de son pic. Puis tu nous as déjà parlé en très bien là, justement de ce joueur-là, de son implication, son désir de gagner, puis définitivement aussi de ses aptitudes. On souhaite bonne chance aux joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, particulièrement à Justin Robida. Bonne chance à lui en espérant qu'il sorte à un endroit qui fasse son affaire. J'ai eu l'occasion de le repêcher plusieurs fois à NHL. C'est des gars qui ont des photos, c'est toujours nice. Donc, le premier dont tu as parlé, rappelle-moi son nom. Logan Stankoven. Ouais. Ça? Ben, lui là, il est attaquant top 9. Il sort en 6-7e ronde. Okay, lui, je sais c'est qui. Exemple, Sébastien Cossa, il est partant moyen. En tout cas, là, je vous dis, les potentiels d'un NHL, je ne suis pas en train de faire des parallèles avec la vraie vie, mais moi, j'aime apprendre à découvrir les espoirs puis repêcher des gars qui ont des photos alors qu'on peut pour avoir le plus de gars avec des photos possibles. Donc, tu en as quelques-uns. Wallstead n'en a pas, mais il sort très tôt, lui aussi, dans ce repêchage-là. Donc, en tout cas, c'est juste un petit parallèle pour montrer qu'il y a certains joueurs qui justement, il y a très longtemps, là,
Elle était classée très haut, puis on réussit à maintenir ou on perdu un peu du galon en vue du prochain repêchage. On sait que ça va être un classement qui va être particulier, du moins à cause des saisons annulées là, dans la OHL, la WHL et dans toutes sortes d'autres ligues, les déplacements qui ont été réduits, etc. Donc, je pense qu'il va y avoir plusieurs surprises. Ça serait intéressant en espérant qu'il y ait des gars du junior majeur qui en soient quelques-unes. Max, j'aimerais ça te remercier. C'était ton dernier passage avec nous. Le podcast termine la semaine prochaine. Merci pour cette belle saison-là. Ça a été vraiment un plaisir. On a eu bien du fun. On ne se connaissait pas beaucoup avant de débuter. Puis je pense qu'on a appris à se connaître aussi en jasant dans nos discussions. Puis ça a super bien, dis-je bien, cliqué. Je te remercie pour ton implication. Ça a été vraiment très apprécié. Ben, merci à toi. Un super beau projet. Je trouve ça nice. Je l'écoute de temps en temps quand ça donne. Puis j'aime bien les interventions de tout le monde. Puis je m'excuse à toi pour les petits problèmes techniques. Parce que là, je suis dans une nouvelle chambre à Québec. Puis le Wi-Fi, ça a l'air qu'il n'est pas super. Mais non, pour vrai, merci beaucoup de la tribune que tu m'offres ici. Toujours très nice de parler de hockey. Puis go Habs go! Go Habs go, certain. Puis Max, en terminant, on va revenir avec un concept l'an prochain où on va avoir 2 collaborateurs. Donc, ça va être moins du one-on-one pendant 30 minutes, moins monotone, plus de discussion. On va même se retrouver jusqu'à 4 à certains moments. Donc, tout ça en direct, encore une fois, sur Instagram. Fait que ça promet pour la prochaine saison. De retour pour la prochaine saison de hockey. Merci, Max, pour ton passage avec nous. Toujours intéressant. Puis, j'ai bien hâte de parler de Logan Stankoven au début de la prochaine saison. Il va faire le club première année. Tu sais. Je ne penserais pas, mais il va dominer le junior. Hâte de voir ça. Salut, Max. Attention à toi. Salut. C'était Maxime Larouche, coordonnateur, dis-je bien, des médias sociaux des Foreurs de Val-d'Or. Dernier segment pour Max, notre collaborateur avec nous pour cette saison. Merci à lui. C'est un gars ultra easy-going, relax, avec qui c'est facile de discuter. On a échangé ensemble tout au long de la saison. Il n'y avait pas de longueur, pas de moment où on ne sait pas trop où aller. La discussion coule vraiment très bien. Donc, j'ai beaucoup apprécié notre collaborateur Maxime Larouche, qui nous a donné un aperçu aussi de ce qui s'est passé dans le junior au cours des dernières séries. Donc, merci à lui et on se retrouve l'autre côté de la pause pour notre deuxième segment de la soirée avec Simon Bédard. À tout de suite.